Can you give us a short list of the symptoms of this crisis of democracy and the main indications of this passage towards a post-democratic system? I would say when you see the growing prominence of corporations and of individual corporate leaders in public life, partly through the growth of the subcontracted state, so the increasing role of private firms in the co-production of public policy and the delivery of public policy, in the dominance of corporate criteria over decision making, so that for example, and to give you a very recent example in this country, the government here has recently decided that it will be advised on food health policy by McDonald's and a small number of other fast food production firms. Now that, it seems to me, when you see something like that happening, and people do not say, this is the same as putting criminals in charge of the police, then you've gone a long way towards an acceptance of a corporate determination of standards and criteria. And that is a strong symptom of a passage to post-democracy. And you see a very powerful role for corporate money in politics, as you get, for example, particularly strongly in the United States, but also when you get parties dependent on corporate funding for their survival. What is the impact of the global financial economic crisis on this post-democratic dialectic, if you want? Because initially, people, especially people in the center or the left, thought that this is a great opportunity to start reversing this trend. But is this what happened? It's interesting to look at what preceded the crisis. Certainly in the Anglo-American world, but then also in the world that is influenced by that, which is a very large part of the world. We became very dependent on a system of secondary and derivatives markets for economic success, and in particular for ordinary people to be able to get enough money to buy the things they wanted. It looked like a very successful model, especially where people had mortgages. They could remortgage their homes for sums of money way beyond what they could expect to get from their labour incomes. And banks thought this was all right to do because they could sell on these risks. We know actually they weren't calculating those risks, and the thing ended in crisis. But that model had become the way in which the neoliberal economy was managing to satisfy mass demands. The governments no longer guaranteed full employment, they were declining in their support of labour rights, but people could still be confident consumers and economically prosperous because of this system of borrowing money. Not every country followed this path, but quite a large part of the world did. Now, that model had its crisis, as we know, but the political elites of at least the Anglo-American world and those influenced by it don't know of any other system. It solved a problem for them, how to get mass populations who were happy, prosperous consumers, even though their labour market positions were becoming more risky, and although in some countries the welfare state was declining. And I think, therefore, the instincts of most political elites, except possibly Germany and France, the instinct of most political elites is, let's get this show back on the road as soon as we can. We must, for a little while, we must punish the banks, and we must look as though we're changing the rules. But gradually this system will be reasserted. And that, in a way, is very much a part of post-democracy, because it's a part of the corporate sector, the leading part of the corporate sector. It's the financial sector, in a way, is the ultimate sector, because all other sectors can convert their resources into it and use it. The financial sector has really said, to use the phrase that was used very strongly during the crisis, we are too big to fail. Now, if a firm that is too big to fail is a firm that is not governed by the market. If it's too big to fail so that government must rescue it, it's too big to be governed by the polity.
So this is a part of the economy that's subject to neither the rules of the market nor the rules of politics and democracy. Ce qu'on appelle crise, recouvre plusieurs choses. Bon, je dirais, il y a, effectivement, la crise financière, qui est liée effectivement, justement, à la manière dont les intérêts financiers gouvernent le monde, quoi. Et puis il y a, disons, en quelque sorte comme surplombant finalement la réalité des crises financières, une manière de construire notre monde comme un monde en crise. Et on sait que le concept de crise, c'est d'abord un concept médical avant d'être un concept économique. Et bien sûr, s'il y a crise, ça veut dire qu'il y a de la maladie. Et s'il y a de la maladie, il faut des médecins, quoi. Vous remarquerez à quel point le langage pathologique a envahi complètement le discours de nos gouvernants, quoi. On explique notamment, on explique que si, par exemple, les Français ou les Grecs ou les Anglais même, puisque même les Anglais, disons, ça peut être violent à l'occasion, on le découvre, s'ils sortent dans la rue violemment, c'est parce qu'ils sont inquiets, malades, inquiets devant l'avenir, et ainsi de suite. Or, non, disons, ils sortent dans la rue parce qu'ils sont fondamentalement en désaccord avec la manière dont sont gérées leurs affaires et les affaires du monde. Vous voyez, il y a la crise, donc la crise, ça nous affecte tous, ça fait qu'on est tous solidaires les uns des autres, toutes les économies sont entrelacées, et par conséquent, il y a des données auxquelles on ne peut pas échapper, quoi. Il est clair que si un État se ruine pour refinancer ces banques qui ont fait des investissements dangereux, il faut bien que tous on soit solidaires et que donc évidemment on paye la chose, on paye les dettes de l'État qui sont au départ les dettes des banques sous la forme de réduction des prestations sociales et de réduction des emplois offerts. Et voilà, donc je dirais c'est ça bien sûr. La crise est là pour dire. Vous voyez bien qu'on est tous interdépendants, qu'on n'a aucun moyen de faire autre chose que ce qu'on fait. C'est le grand mot de la post-démocratie, le grand mot du consensus, c'est il n'y a rien d'autre à faire que ce qu'on fait. Enfin, ce qu'on fait, nous, les gouvernants, bien sûr. Liberalism is absolutely unable to understand the nature of the political, and when liberalism pretend to speak about politics, they either use a vocabulary that borrowed from economics or a vocabulary borrowed from ethics. And in fact, that led me to examine the two main model of democracy which existed at that moment. On one side, the model of aggregative democracy, which was dominant and is still to a certain extent in political science. Aggregative democracy is a model that thinks democracy exclusively in a term of economic, and deliberative democracy in terms of ethics. And in fact, this is why I began to try to show that there was no political theory that had anything to say about the political. And the main critique I have to, and that's also something that I share with Schmidt, concerning the model, the two models of democracy which were the present and active in democratic theory, is that they are basically rationalistic. So this is the reason why they can't really accept the fact of antagonism and the ineradicability of antagonism, because of course antagonism refers to a kind of conflict that have no rational solution. Aggregative Democrats and deliberative Democrats, what they do not understand is the role of what I call passion in politics. Because, of course, of the rationalism, the different type of rationalism, instrumentalist on one side, the communicative on the other, but the fact that when they act politically, or put it differently, one of the great driving force of political action is what I call passion. I want to clarify here that
when I use that term, I'm not at all referring to individual passion, because what is at stake is the creation of collective identity. So in fact, it's all the dimension of affect, of desire, of fantasy, which is at stake in collective form of identification. And this is what I call passion. And this is what I think is completely missing in democratic political theory. And of course, the consequences of that lack of understanding of these forces are for us to see today. For instance, if we can come back to that in later. But the whole development of right-wing populist movement, of which I've been very interested, is not, you cannot understand that if you don't accept this dimension of passion and affect in political life. The blurring of the frontier between left and right, which is something that empirically has happened and we cannot deny it. But my problem is that this is usually seen as a progress for democracy. Democracy has become more mature, and so now we can have a consensus at the center. But of course, the consequences of that is that there is no more those passion cannot be mobilized towards a democratic objective between a conflict between left and right. And I've been interested in showing that this, in fact, is not something which is good for democracy at all. In fact, it's something which is very negative for democracy, because those passion for collective form of identification that move people to act together, they are not going to disappear because they don't have a democratic outlet, but they are going to manifest themselves under the other form of collective identities, about ethnic form of identification, nationalist form, or some kind of organization, moral issue. And of course, this is something which is not good for democracy. Or they can manifest themselves in the political terrain, but then in that case it is usually right-wing populist movement who mobilize those passions. They are saying that they are the only one who offer a choice, who listen to the people, who offer an alternative to neoliberal globalization. Because here, of course, the important element to take into account is that why have we been moving towards this consensus at the center? Why the third way politics and this kind of view in which there is basically no difference between center right and center left parties? Well, of course, this is clearly because the hegemony of neoliberalism has become so really unchallenged that left-wing parties have now accepted that there is no alternative to neoliberal globalization. So one can understand very well why today in many countries the real confrontation is on one side there is the parties center-right, center-left, seen as establishment parties who say, well, no, sorry, we can't really do anything really more radical. So we'll say the center-left parties, because given the condition of neoliberal globalization, the citizen would not accept to pay more taxes. We can't tax the multinational because they will move somewhere else. So the only thing that we can do is to humanize a little bit more, neoliberalism. Dans votre livre La Mésentente, vous, vers la fin du livre, vous parlez de la post-démocratie. Comment entendez-vous cette situation post-démocratique dans laquelle nous vivons? Donc ce que j'ai appelé post-démocratie n'est pas quelque chose comme une époque historique, mais plutôt comme une sorte de, je dirais, de transformation, opérée par nos États, qui justement qui tentent à
disons, au fond, à faire disparaître de la démocratie tout ce qu'elle a justement de scandaleux, tout ce qu'elle a d'affirmation et d'affirmation conflictuelle du pouvoir du peuple. Au fond, la post-démocratie, c'est la tentative de ramener, au fond, de ramener justement la démocratie, on peut dire même de ramener la démocratie, même de ramener la politique finalement au fond, à la gestion étatique de la population. Donc que la politique n'est pas simplement une discussion entre gens et groupes ayant des intérêts différents, mais que la politique est une espèce de conflit permanent, je dirais, sur les données mêmes d'une situation. Au fond, la post-démocratie dit, voilà la situation, quoi. Voilà la situation, c'est comme ça, c'est pas autrement, et voyons ce qu'on peut faire avec, quoi. Alors que la politique dit toujours non, la politique dit, il y a plusieurs manières de construire une situation, il y a plusieurs manières de construire la réalité. La politique, en un sens, c'est toujours une fiction. Une fiction, ça ne veut pas dire que c'est de l'imaginaire, mais ça veut dire une manière de mettre en rapport des données, avec une interprétation de ces données. Au fond, la politique est toujours une manière de décider sur les possibles, quoi. Or, disons, toute la tentative consensuelle consiste à dire que il n'y a pas de décision, disons, il n'y a pas de décision, elle est possible, les données sont données, par conséquent, il y a simplement ça qui est possible, et voilà ce qu'on va faire. Je crois que c'est l'élément pour moi le plus important de ce que j'appelle consensus, qui n'est pas simplement le fait que les gens se discutent ensemble, gentiment, au lieu de se bagarrer, mais le fait que, au fond, on essaye de proscrire la discussion même pour savoir quelles sont les données de la situation et quels sont les possibles que ces données offrent et qui peut participer du même coup à la décision sur ces données. We are coming out from a period in which democracy was more prosperous and dominant, let's say, into a period in which there's a crisis of democracy and perhaps something new is emerging, a new form of politics, a new form of governance. Yes, I'm talking about societies in which the institutions, the formal structures, the practices of democracy remain very strong and very vivid. I am not talking about societies where democracy has never been strong. I'm not talking about Russia. I'm not talking about parts of Africa. I'm talking about societies where there's a rich structure of democratic institutions such that people take it for granted they have democracy. And yet what is happening is that the centre of gravity, the centre of energy of the political system is moving away from those structures into a game played between political elites and corporate elites. And that's why it's post-democracy. To some extent I'm predicting a future. I'm saying we are on the road to post-democracy, towards post-democracy. I don't think I would describe any of the societies we have in the Western world as already post-democratic, because we still do have very important points of energy within the democratic system. One looks in particular at the women's movement and the environmental movement, the ecology movement. These have been two amazing products of democracy, and they're still vivid and energetic. I just see this as gradually being transcended as time passes, and as political decisions and real political debate fits into this world of political and economic elites. So this is not a determinist argument that there is a predetermined course from a democratic to a post-democratic state. It's a much more contingent process, I guess. It's contingent, but the forces making for post-democracy are very strong. The role of liberalised capital in a global economy immediately
shifts the balance of power from the polity towards the economy. The role of giant corporations generally. In most Western countries, the gradual, now rapid decline of the organised manual working class and the failure really of any other classes in society to provide the kind of counter to the main capitalist orthodoxy that class used to provide. The structures are very powerful, but it is possible in societies where democratic institutions still exist, it is possible to organise opposition and alternatives and debate. It's just, it's difficult, and also increasingly the interesting challenges and the innovative challenges come from outside the formal political system, outside the formal party system. Vous opposez à ce que vous avez appelé disons des entreprises de domestication de la démocratie. Et quelles sont ces entreprises théoriques ou, je suppose, elles sont aussi pratiques et institutionnelles? Oui. D'abord, la première des choses qui est évidente, c'est l'identification tout à fait inexacte de la démocratie au gouvernement représentatif. C'est-à-dire cette idée que, au fond, qu'on trouve dès le XVIIIe siècle, que le peuple serait bon pour choisir ses représentants, mais que le peuple ne serait pas bon pour l'agir, pour l'action politique. Et donc, à ce moment-là, il faudrait que l'action soit donnée aux représentants que le peuple choisit. Et que donc, il y a eu, par exemple, des partisans du mandat impératif. Qui donc introduirait un certain contrôle des représentés sur l'action des représentants. Notamment, il y a eu un article dans Le Monde il n'y a pas longtemps d'une jeune philosophe qui déclarait que gouverner, c'est conduire le peuple avec son assentiment. Je veux dire, formule très, très étonnante, parce que d'où naît cet assentiment du peuple, et on voyait réapparaître dans cette idée, d'une part, l'idée qu'il fallait des groupes de citoyens qualifiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, citoyens qualifiés? Et de l'autre, des élites. Donc, une des manières justement de lutter contre ce que moi j'appelle, disons, la dimension insurgente de la démocratie, c'est très précisément de créer ce qu'on a appelé pendant un temps l'élitisme démocratique. C'est-à-dire la démocratie ne serait praticable que par la constitution d'élites qui se partageraient le gâteau, les uns attribuant l'éducation, les autres le contrôle du média, etc., et par des compromis. Avec cette idée par derrière que bien évidemment les masses ne sont pas capables d'agir, parce qu'elles sont trop impulsives ou elles en veulent trop, etc. Elles sont incapables de faire le compromis. Donc, ça serait ces élites qui seraient capables. Alors ça, je trouve que, par exemple, voilà un moyen absolument extraordinaire comment dirais-je, de banaliser et même plus de châtrer la démocratie. Cette critique que vous faites à la réduction de la démocratie à la démocratie représentative, est-ce qu'elle implique aussi une critique de la monopolisation de l'espace politique par les partis? Que les partis c'est ce que Michaels appelait la loi d'airain de l'oligarchie, que même à l'intérieur, au sein d'une démocratie, qu'est-ce qu'allait produire le jeu des partis politiques? C'était évidemment la constitution d'une oligarchie, c'est-à-dire d'une oligarchie d'un personnel politique, avec cette séparation entre ceux qui appartenaient au personnel politique et puis ceux qui n'y appartenaient pas. Et même on peut aller plus loin. Face à cette tendance oligarchique, on peut s'interroger sur finalement quels sont les rapports entre le parti et l'État. Le parti, c'est un État en miniature, et qui donc d'une certaine manière reproduit déjà la structure de l'État. Et par exemple, quand Trotsky, dans Cours Nouveau, opposait les fonctionnaires d'un côté avec les membres du parti de l'autre, c'était une opposition qui était assez vaine,
hein, parce que finalement, les membres du parti reproduisaient assez facilement la mentalité ou les attitudes des fonctionnaires. Démocratie, ça désigne le pouvoir du peuple. Et le pouvoir du peuple, pour les gens qui l'emploient comme Platon, ça veut dire le pouvoir de la canaille, quoi. Le pouvoir des gens qui n'ont pas normalement à s'occuper des affaires de la communauté. Et ce qui m'a semblé important, c'est de dire ça. Bon, la démocratie, c'est d'abord le pouvoir de ceux qui n'ont pas normalement légitimité pour s'occuper des affaires de la communauté, à la différence de ceux qui ont légitimité pour ça, parce qu'ils sont les plus savants, les plus riches, ceux qui sont issus des meilleures familles, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que ce qui m'a semblé important, c'est de dire ça. Bon, si démocratie a un sens, ça veut dire ça. Ça veut dire donc un pouvoir du peuple qui s'affirme, je dirais, continuellement, qui ne se remet pas simplement, disons, à intervalles réglés à des spécialistes de la politique, mais comme une espèce de, disons, d'affirmation d'une capacité qui est la capacité de tous ou de n'importe qui à intervenir sur les affaires de la communauté. Stellst dir zum Stempel an, wird das Elend nicht behoben. Wer hat dir, so armer Mann, abgebaut, so hoch da droben? Und so kicken dir de Knochen sachte aus der Haut und du bist in wenigen Wochen völlig abgebaut und du kaufst dir in Palasten für ne letzte Mark den für einen dünnen Schatten reicht ein dünner Sarg. Nur nicht drängen zu den Engeln, kommst du noch zur Zeit. Holde rationalisieren. Marx, il conçoit le concept de vraie démocratie. C'est la première fois quand il énonce ce concept de vraie démocratie qu'il associe l'idée d'une advenue de cette vraie démocratie avec ce qu'il appelle la disparition de l'État politique. Donc c'est pour ça que vous concevez la démocratie comme étant contre l'État. Le noyau quand même de la pensée de Marx est que ce noyau est extrêmement précieux. Il n'y a pas de moment démocratique fort sans une lutte contre l'État. L'autre position, justement, je crois que là, si on revient au texte de Marx, c'est que pour lui, la démocratie ne peut être vraie que parce qu'elle pratique ce qu'il appelle la réduction. C'est-à-dire que si l'on part de cette idée que dans tout corps politique, il y a un pouvoir constituant, ce pouvoir constituant s'objective, notamment par exemple en proposant ou en produisant une constitution. Il s'objective. Et le propre de la démocratie, ça serait de pratiquer une réduction telle que l'objectivation du pouvoir constituant ne dérive jamais en aliénation, c'est-à-dire ne dérive jamais dans la création d'un être autre, d'un être étranger, qui serait précisément l'État. De l'opposition entre la démocratie et l'État, c'est dans un cas, il y a cette réduction qui intervient, avec tous les effets que cela entraîne, et notamment des effets extraordinaires, parce que c'est par ce blocage de la dérive de l'objectivation en aliénation que Marx conçoit que le principe de la démocratie, à savoir la non-domination, peut se répandre dans toutes les autres sphères de la société qui ne sont pas des sphères immédiatement politiques.
next stop is West Silvertown. This train is for Tower Gateway. The next stop is Shadwell. In your view, this stress of rationality is not capable of accounting for political struggle and also for democracy. How does the agonistic model, what makes it more capable of addressing this constitutive role of the passions? How can one give channel of expression to the conflict, recognizing that there is no absolute, no rational solution, but which is going to make it possible for people to live, you are going to deal with this conflict. And I think that the answer there, or the answer that I'm giving, is that this antagonism can manifest itself under different forms. There is, of course, the antagonism, what I call antagonism proper, which is the friend and enemy, but this conflict can also be played out in a different way, in a way in which there is what I call a symbolic terrain which is common between the opponents, which is not the case with the friend and enemy relation, because then you really want to destroy the opponent. While you can, under certain circumstances, and of course that depends on the institutions which are available, to give the possibility for this conflict to take place in a way in which it is considered as legitimate. And in that case, we are faced not with a conflict between the friend-enemy type, which is the antagonism proper, but with what I call an agonism. This is a conflict between adversaries. The basic difference here is that adversaries, while they do know that there is no rational solution to their conflict, that one of the side must win, they do accept the legitimacy of the demand of their opponent. So this conflict is played out in a different mode. And this is what I think made possible both the recognition of antagonism, the fact that it is ineradicable, but nevertheless the possibility of a democratic pluralist coexistence. Qu'est-ce que ça veut dire l'arché? Ça veut dire qu'au fond, l'exercice du pouvoir est toujours précédé par sa propre légitimité, quoi. Or, l'anarchie, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement qu'il n'y a pas de légitimité du pouvoir qui précède cet exercice, qu'il n'y a pas de groupe, social, qu'il n'y a pas d'individu ou de groupe qui soit légitimé par avance pour exercer le pouvoir. Donc je dirais que l'idée de l'anarchie démocratique, c'est l'idée simplement d'une capacité qui est une capacité de tous et qui exclut justement, qui est une capacité spécifique pour s'occuper des choses de la politique. Et je pense qu'il faut maintenir l'idée qu'il y a que justement il y a une sphère politique propre qui est la sphère de manifestation du pouvoir de n'importe qui, si vous voulez, et pas ramener simplement justement l'anarchie à quelque chose comme une organisation économique qui serait la vérité de la société, parce que ça c'est une thèse au fond qui est commune à l'anarchisme, au marxisme et aussi bien au libéralisme finalement. Okay, so the basic difference I have with Hans here, and of course we've got several point of convergence in our thought.
the importance of the census. Let's say, I will say that we've got the same people we are against. And we are critical of, definitively, of course, Habermas and all those things, but also Arte Negri and but when it comes to defining a positive position, there is where we disagree, because I think that Rancière is basically an anarchist. He has never voted in his life, and he made a real point of pride about it. You know, I think that representative institution, election, etc. I like very much what he says, and I agree with him about the artistic practices. But when it comes to thinking of a political strategy, I don't think there is any political strategy in Rancière, because what he calls le politique, the politique is just a moment which erupt. It's not something that can ever be continuous. And also, I think what, for me, probably that's the most important thing, there's no space in Rancière for something which is, for me, absolutely central, is the agonistic struggle. Because in Rancière, you've got either la police, the police, which is consensus, or you've got le politique, and what I call la politique. I call it la politique. And I call that the political, which is this moment of the census. But the possibility, for instance, of a conflictual consensus, there is no place for Rancière. Either you've got conflict or consensus. But the agonistic debate, political, this is something which is no place for Rancière. And for me, this is precisely what is democracy. So, in fact, when it comes to democracy, we've got a very, very different understanding, because for me, democracy is still some kind of radicalized, for sure, but radicalized form of pluralist democracy, through institution, and Rancière, for him, that's simply police. And politics is, well, those moments, in which, like La Commune or things, but you can't possibly organize a society on this basis. And I don't think that it does give you a strategy about how we are going to change society, because it's just a question of waiting for this moment. And of course, those moments by themselves, they are something which are really very special. You can't imagine an organization of a society in a democratic way on those bases. Το κράτος του Δήμου, παραδείγματος χάρη, που ξέρουμε από την κλασική έννοια, πώς, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή δεν είναι κράτος το κράτος του Δήμου, δηλαδή η εξουσία του Δήμου. Si on prend simplement la formule d'Aristote que le citoyen, donc le sujet politique est celui qui participe au fait de commander et d'être commandé. Bon, disons, c'est quelque chose de paradoxal. Maintenant, on a pris l'habitude, parce qu'il y a une rhétorique qui dit, bon, il y a les droits et les devoirs, voilà, mais c'est pas ça, disons, la formule originelle. La formule originelle, c'est que il y a quelqu'un qui peut être à la fois le sujet d'une action et l'objet sur lequel cette action s'exerce. Et là, il y a, je crois, quelque chose qui est comme une espèce de contradiction originelle, et de contradiction originelle qui est celle de la politique. Et c'est ce que j'ai essayé de dégager, en dehors de toute polémique présente. Et c'est ça aussi qu'on a effectivement dans ce texte étonnant des lois, comme ça, de Platon, quoi, où il y a en quelque sorte des formes d'autorité normale, les parents, les enfants, les hommes libres, les esclaves, c'est clair, c'est évident, parce qu'il y a d'un côté ceux qui ont la supériorité, et puis d'autres qui sont en face d'eux. Or, et puis il y a à la fin cette chose bizarre, innommable, Platon la nomme pas, la nomme pas, qui est donc le tirage au sort, c'est-à-dire au fond la présupposition que le pouvoir, disons, n'appartient à personne. Bon, ce que j'ai simplement essayé de dire, c'est que il y a bien quelque chose comme une espèce de contradiction originelle dans l'idée de démocratie,
qui est justement que la démocratie, c'est pas le pouvoir du peuple qui se résoudrait en le pouvoir de 51,10% du peuple, mais que c'est véritablement une espèce de paradoxe premier, le pouvoir de ceux qui n'ont pas plus de raison de gouverner que d'être gouverné. Tout État, pour être légitime, doit disons, se fonder sur un principe proprement politique, simplement. Bon, si les vieux commandent les jeunes, bon, tout va bien. Si les vieux commandent les jeunes, etc. Bon, mais on n'est pas encore dans la politique. Tant qu'on est dans cette logique-là, on est toujours dans la logique de Rousseau, quoi. Rousseau dit, on connaît le texte du début du contrat social, c'est très bien, le plus fort gouverne, mais bon, disons le plus fort gouverne, le maître gouverne l'esclave, si le maître, ça suppose que le maître ne s'endorme jamais. Si le maître s'endort, l'esclave s'en va, et finalement toute la théorie politique est détruite, quoi. Donc il faut toujours, et ça je crois qu'il faut tenir cette espèce de paradoxe que, au fond, l'idée d'État politique est fondée en dernière instance sur quelque chose qui le contredit, quoi, qui est l'idée qu'il n'y a pas de raison que ce groupe, ces gens, et ainsi de suite, exercent le pouvoir politique. Et je crois que c'est cette contradiction qu'il faut un petit peu réveiller, quoi. Well, you can never go back, to start with. You never, ever can go back. The environment of the world changes, the reality of the global economy, the capacity... Well, this is something that's been going on for a long time, but we've only realised it in recent decades. The capacity of human beings to damage their planet way beyond the power of any political authority to do anything about. A whole series of issues that mean that the institutions of the past are of no use to us. I see, it's a small hope, but I just do see something emerging around this, what I've described as the politics around the corporation. And then also one has to look to the growth of political institutions above the level of the nation state, which is why, despite all the errors and problems of the European Union, I believe in it, that we need supranational authorities that can become political. And the banks at the moment are able to say, oh, if you regulate us in this country, we'll go to another country. Well, if most of the countries in the world were part of groups of associations who together made agreements, we will not let them do. We will have common rules, or more or less common rules. And if they go off to the few countries that remain outside the rules, then we won't agree to trade with those. You could actually regulate it. And if you see how the world was willing to accept, reasonably enough, willing to accept a lot of global interference after the terrorism in the United States. It was possible there to check the movement of bank accounts, to check flows of money with virtually the whole world, and those parts of the world that wouldn't join it were treated as pariahs. It was possible to do it for terrorism. Actually, corporations out of control and a banking system out of control probably damage more human beings than terrorism ever does. It's a bigger problem, but there isn't the political will to do anything about it. So hope seems to be emanating from some sort of supranational regulation, and also from civil society controlling the corporate... they won't control it. Not controlling, but creating issues. Yeah. Now, these little civil society groups are often very small and powerless compared with corporations, but interestingly,
they are increasingly showing a capacity to act globally, far more than political parties ever can. And a political party in Greece or in Germany or in the Netherlands has always got to be speaking for the Greek people, the German people, the Dutch people. These campaigning groups like Amnesty or like the Médecins Sans Frontières, not quite a campaigning group, but one of these groups active in a whole series of human rights issues, they are not nation-bound. They don't have to care about any particular national polity. So they're able to meet the global corporations on their territory, which is global. And that's why, although they're small and weak, they're a great hope for the future. Selon vous, qu'est-ce que vivre dans la démocratie aujourd'hui? La première, je vous répondrai tout de suite, est-ce que nous vivons dans une démocratie ou dans des démocraties? Hein, c'est un problème. Hein, je pense par exemple que dans la situation française, bien que nous ayons une constitution, un conseil constitutionnel et tout ce que vous voulez, un conseil d'État, nous ne sommes pas dans la tradition démocratique. Hein. Nous vivons dans une société oligarchique, qui a été considérablement renforcée en plus par des institutions qui sont en rupture avec la tradition républicaine. Déjà, je dirais que nous ne sommes pas dans des univers démocratiques. Hein. Donc c'est plutôt des oligarchies qui prennent le nom de démocratie. Et comment vivre dans ces univers-là? Je dirais en tant que guetteur, hein. C'est-à-dire qu'il faut être tout le temps à guetter ce qui peut aller dans le sens d'un retour de la démocratie, enfin le sens de la non-domination, et puis de l'autre être tout le temps alerté par l'accroissement de la domination. Hein. Et ça, nous en avons tous les jours l'expérience. Hein. Je prends par exemple quelque chose qui va se mettre en place en France. Vous savez, on a un système d'enseignement de la philosophie à la fin des études. Eh bien, ce système va être démantelé. Hein, ce qui n'a jamais été fait depuis le 19e siècle. Hein. Bon, voilà un signe. Il y a des choses certainement beaucoup plus graves que cela. Mais autre chose, il y a eu par exemple il y a quelques mois des circonstances absolument scandaleuses où on a licencié des ouvrières et en leur disant qu'elles ne seraient pas licenciées si elles acceptaient d'aller travailler en Roumanie avec un salaire roumain ou en Inde avec un salaire d'Inde. Hein. Voilà, donc ça par exemple c'est des choses tellement faramineuses que il est important d'occuper ce poste de guetteur. Vous insistez beaucoup sur le tirage au sort, que vous appelez aussi le scandale de la démocratie. Donc je voudrais vous demander quelles sont les résistances, disons, qu'il y a contre cette idée, contre sa mise en pratique, et qu'est-ce que sa mise en pratique pourrait signifier aujourd'hui? Oui, bon, ce que j'ai rappelé d'abord, c'est que
le tirage au sort, initialement, je dirais, c'est le mode démocratique normal de sélection des magistrats ou des représentants du peuple. Et bon, c'est effectivement, ça veut dire le hasard. Et bon, lorsque Platon en parle, il parle, disons, un peu du choix du dieu, du gouvernement du hasard, quoi. Et au fond, disons, cette idée du tirage au sort est restée une idée qui est assez, disons, présente dans la réflexion politique européenne assez tard, quoi. On la trouve encore chez les auteurs du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que l'idée du tirage au sort veut dire ceci, que on évite que le pouvoir revienne à ceux qui veulent le pouvoir. Et au fond, du point de vue de la démocratie, mais aussi du point de vue de Platon, la pire des choses, c'est que le pouvoir soit accaparé par des gens dont le mérite, c'est de vouloir le pouvoir. Et bon, or évidemment, il se trouve que, disons, de plus en plus, à l'époque moderne, je dirais que ces raisons ont été oubliées. On a identifié démocratie à régime représentatif, avec d'un côté, je dirais, une espèce de légitimation, quoi, à savoir qu'il faut des gens compétents pour diriger l'État. Le problème, c'est que la compétence de ces gens, c'est d'abord la compétence d'arriver à se pousser en avant et à marcher sur les pieds des autres pour pouvoir prendre les places. Donc, ce n'est quand même pas une garantie de compétence extraordinaire. Donc, je crois que, effectivement, je dirais que remettre en scène l'idée du tirage au sort, c'est quelque chose qui est fort pour mesurer justement l'écart entre ce qu'on appelle démocratie et l'idée véritable de la démocratie. Et évidemment, c'est je ne m'attends pas à ce que, disons, un jour prochain, les gouvernements disent tiens, c'est vrai, c'est une bonne idée, on va mettre du tirage au sort. S'il y a démocratie, ça veut dire que, au fond, il y a une capacité qui est présente chez n'importe qui, et ça veut dire aussi que, en tout cas, il y a un pouvoir dont on ne veut pas, c'est le pouvoir de ceux qui veulent le pouvoir. Alors voilà, bon, ça va, je sais très bien que ça va pas être, disons, accepté par des gens dont, là, je dirais, la raison d'être même est de se présenter comme les gens compétents, quoi. Mais je pense que ce serait bien que ça devienne un élément, disons, de plateforme démocratique pour remettre un petit peu cette question, disons, à l'ordre du jour. I would say the general idea will be to try to disrupt the consensus, to show all the things that neoliberal hegemony is trying to cover, to give voice to groups which don't have a voice.